Bon matin, chers membres de la QDR et ceux qui songent à le devenir. Donc, ce matin, c'est le fun, on va avoir l'expérience de jeunes conférenciers. Je vous présente Mme Élisabeth Leclerc, qui est la fille de Michel, et M. Guy Mérette, qui est le fils de André. Donc, c'est une histoire de famille, ça fait qu'il ne faut pas se surprendre si on a des petites photos à l'occasion. Ça va nous faire plaisir et nous rappeler des souvenirs. Mon parcours, si je peux le résumer un petit peu, j'ai commencé, moi, dans le domaine de la comptabilité, puis j'ai découvert que ça ne m'intéressait pas nécessairement strictement le domaine comptable. J'ai décidé de m'en aller. J'aimais plus le côté gestion du domaine comptable. Donc, par la suite, c'est là que j'ai décidé de faire mon cours en thanatologie qui s'est donné au collège de Sudbury, en Ontario. Puis, depuis 2009, je suis entré dans la maison Marc Leclerc à temps plein pour continuer là, depuis ce temps-là. Donc, je vais vous laisser la parole à Élisabeth. Si je fais un petit peu comme Guy, si je peux me permettre, mon parcours, comparativement à lui, j'ai commencé, j'avais encore des couches. J'étais bébé. Donc, du plus loin que je me souviens, j'ai toujours été très curieuse envers le domaine. Beaucoup de questions à mon père. Quelquefois, il m'apportait au travail pour que je puisse vendre des messes, des dons, m'introduire un petit peu avec les gens, me familiariser avec le domaine. Puis, je suis allée faire mon cours de conseillère funéraire à Québec, au Collège Notre-Dame-de-Foix. Puis, c'est à partir de 2010 que là, j'ai embarqué vraiment avec eux là, à titre de conseillère funéraire aux familles. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a rentré un petit peu dans la relève, si on peut dire. On peut reconnaître notre chère grand-mère Jacqueline Gagnon ainsi que notre grand-père Marc Leclerc. On sait que la maison funéraire Marc Leclerc a été fondée en 1957 par notre grand-père Marc Leclerc. À l'époque, c'était autant le service ambulancier que le service funéraire, même que le corbillard était combiné, soit corbillard pour les cérémonies et aussi ambulance. Donc, en 1998, notre grand-père est décédé subitement, laissant ainsi la relève à 3 de ses 6 enfants, dont Michel, André et Yves, qui, jusqu'à aujourd'hui, assurent fièrement la relève de leur père en intégrant plusieurs municipalités de plus, toujours en assurant d'accroître leur territoire et en donnant toujours une qualité de service irréprochable. Du côté des nouveautés à la Maison Leclerc dans les dernières années, en 2013, nous avons fait l'acquisition de l'église Saint-Jean-de-la-Croix à Dolbeau-Mistassini pour inaugurer justement en 2014 l'ouverture officielle. Donc, à Dolbeau, c'est là qu'on a fait le gros essai de la nouveauté dans le domaine funéraire, étant les salles de réception avec les chapelles, avec les salles d'exposition. Donc, tout était un complexe multifonctionnel à l'intérieur d'un seul complexe. Donc, nous avons fait le test là, de cette façon-là. Dolbeau-Mistassini, la chapelle, on a de la place pour de 140 à 150 personnes. Puis, les salles de réception, on a de la place de 125 à 150 personnes. Les columbariums ont doublé de taille cette année aussi, à Dolbeau-Mistassini. Roberval, maintenant. À Roberval, dans la dernière année, nous avons fait l'agrandissement et le réaménagement de notre complexe funéraire. Donc, suite au grand changement des rites funéraires, nous avons fait ces changements-là. Avant, dans notre ancienne chapelle à Roberval, nous avions de la place pour à peu près 90 personnes. Maintenant, après le changement, on a de la place pour environ 140 à 150 personnes pour recevoir, pour les célébrations de la parole en chapelle. La salle de réception peut accueillir 125 personnes, puis le columbarium a triplé de grosseur. Parce qu'avant, le columbarium était à l'entrée de notre complexe funéraire lorsqu'on entrait. Puis, il a été déménagé à l'arrière du complexe funéraire, ce qui nous a donné beaucoup plus d'espace là, pour pouvoir placer des emplacements dans le columbarium. À Saint-Félicien, le gros changement qu'il y a eu, ça a été l'automne dernier. Nous avons fait l'ouverture de notre nouvelle salle de réception
qui est située au sous-sol de notre complexe funéraire. Donc, cette nouvelle salle peut accueillir 125 personnes assises. Puis, dans notre complexe de Saint-Félicien, on avait déjà de la place à la chapelle pour 125 personnes. Puis, les columbariums, on a fait un ajout cette année, tout nouvellement, de 162 emplacements. Donc, on a modernisé le tout. Je parlais tantôt des columbariums de chacun des complexes. Ça, c'est tous les columbariums qu'on a. On peut voir qu'on a des très grands columbariums. On a fait l'ajout de plusieurs emplacements pour les gens de chacune des villes. Parmi les dernières nouveautés dans les dernières années, donc c'est certain que la maison funéraire fait partie des membres de la Corporation des thanatologues du Québec. Donc ça, c'est un regroupement de membres qui nous permet toujours de s'améliorer, de se former, de garder toujours une entreprise là, à jour. On a aussi été reconnu cette année par les normes du Québec, le Bureau des normes du Québec, comme étant une maison certifiée et conforme dans la prestation de services que l'on offre à la clientèle. Donc, c'était une longue série de protocoles et d'entrevues avec eux pour savoir si on répondait justement aux normes, aux nombreux règlements et lois que la profession nous donne. Puis, Signature PRF, c'est nouveau. C'est un regroupement de professionnels en rituels funéraires dont on fait partie. Ce regroupement-là nous permet de garder les employés toujours bien formés, à jour aussi au niveau des nouvelles tendances, si on se permet. Donc, c'est 3 regroupements dont on est fiers de faire partie et qui assurent aussi qu'on donne à la population une qualité de service qui est exemplaire. Donc, une des belles nouveautés qui va être en lien avec les arrangements funéraires et les dépôts de volonté. Donc, je sais que tout à l'heure, j'entendais plusieurs questions, donc on va avoir la chance de faire à la fin de la rencontre. Si je peux me permettre, au niveau des arrangements préalables, donc on sait que des préarrangements, en fait, c'est un montant qu'on paye. On donne, en fait, le montant de nos services funéraires que la maison va placer en fiducie. Puis, ça va être placé dans une fiducie qui, chaque année, va rapporter de l'intérêt selon l'IPC. Et au moment du décès, il n'y aura pas plus de déboursés à faire puisque les intérêts vont compenser le coût de la vie au moment du décès. Donc, autrement dit, on paie nos arrangements funéraires aujourd'hui. Et exemple que la personne va décéder dans 5, 10, 15, 20 ans, il n'y aura pas plus de déboursés à faire parce que on peut voir ça comme une forme de placement si on veut. Comparativement au dépôt de volonté, le dépôt de volonté, en fait, c'est qu'on choisit les services et les biens que l'on désire et ça va être payable au moment du décès. En fait, ça nous permet d'établir et de laisser les directives aux personnes qui vont être responsables lors de notre décès, de qu'est-ce qu'on désire comme biens et services, comme rituels. Puis, c'est payable au moment du décès, mais bien sûr au coût de la vie du décès. Donc, comparativement au préarrangement funéraire, le montant ne sera pas gelé, si on peut dire. Donc, ça m'amène à vous parler d'un guide précieux que Guy avait bâti cette année, c'est le registre familial. En fait, si je peux me permettre, ce guide-là, c'est un inventaire de tous les biens que vous avez, que ce soit les biens immobiliers, que ce soit votre testament, les mandats d'inaptitude, si vous avez des placements, des REER. Ça permet d'identifier si vous en avez et à quel endroit se trouvent ces choses-là. Aussi, on retrouve les informations personnelles de la personne qui détient ce registre-là avec les informations de la famille immédiate. L'avantage que ça a, c'est quand vous mentionnez à votre entourage ou que vous donnez ce registre-là bien complété à la personne ou aux gens qui vont être responsables lors du décès, ça leur enlève une énorme charge et une énorme recherche qu'ils ont à faire par rapport à tout l'inventaire que vous avez envers vous. Donc, quand vous prenez le temps de le remplir, c'est de le serrer dans un endroit bien mentionné et non dans votre coffret de sûreté pour qu'il soit bien accessible à la succession. Au niveau des rituels funéraires, on sait qu'on a plusieurs possibilités.
tout dépendamment du choix de la famille, soit qu'on a un service funéraire à la chapelle ou bien une funéraille traditionnelle à l'église. Le point qu'on voulait vous apporter ce matin, c'était de vous dissocier un peu la différence entre les deux. Au niveau du service funéraire, on sait que c'est une célébration de la parole qui est célébrée soit à la chapelle ou qui peut être célébrée à l'église aussi. Et c'est une personne mandatée par la paroisse, un diacre, un animateur de pastoral qui est formé vraiment pour faire ces cérémonies d'adieu. La grande différence avec la funéraille traditionnelle, c'est qu'il n'y a pas d'eucharistie qui va être célébrée. Donc, il va y avoir les rituels habituels qu'on fait en début de cérémonie, des prières, des chansons, pour s'assurer de faire une cérémonie qui est à l'image de la personne décédée. La funéraille traditionnelle, comme on connaît, qui est célébrée par un prêtre et qui est célébrée à l'Église avec Eucharistie. Dans cette cérémonie-là aussi, on a le choix de prières, de chansons, les rituels, des gestes symboliques qui sont posés. L'important, c'est de s'assurer que les deux cérémonies soient toujours à l'image et personnalisées de la personne qui est décédée. Dans les modes de disposition finale d'un décès, parce qu'il y a de la nouveauté, on a toujours connu quand même l'inhumation. L'inhumation qui est l'ensevelissement d'un corps sous terre au cimetière. Donc, par la suite, on avait la crémation que depuis 2007, la Maison Leclerc offre, mais qui est encore considérée comme la nouveauté, une petite nouveauté encore du côté des modes de disposition finale. En gros, la crémation, c'est la disposition du corps qui consiste à réduire le corps en cendres. De la façon que ça fonctionne, c'est que le corps est soit dans le cercueil ou soit dans un contenant, puis est entré à l'intérieur du four crématoire. Le four crématoire, lui, atteint un degré de 1050 degrés Celsius. La crémation, elle, dure environ de 2 à 3 heures. Après cette crémation-là, nous allons recueillir les ossements. Puis, dépendamment s'il y avait cercueil ou non, il va y avoir des ossements et peut-être des métaux aussi à l'intérieur de ces restes-là. On va tout recueillir, les ossements et métaux. On va passer un aimant à l'intérieur de tout cela, pour qu'il nous reste seulement que les ossements à traiter. Après ça, c'est ça, les ossements, on va les placer, si je peux me permettre, dans un genre de broyeur qui va réduire les ossements en fine poussière. Et cela va nous permettre là, de placer les cendres à l'intérieur de l'urne choisie par la famille. La nouveauté dans le domaine funéraire, c'est l'aquamation, donc la crémation par l'eau. Nous, la Maison Leclerc, on offre maintenant ce service-là en collaboration avec le complexe funéraire Le Sieur de Granby. Dans le fond, là, l'aquamation, c'est l'hydrolyse alcaline. Ça consiste à placer le corps, comme vous pouvez voir sur la photo, le corps est entré à l'intérieur de cette machine-là. Puis, le corps va réagir avec de l'eau chaude, du sodium et du potassium. Puis ça, dans le fond, ça va faire le même principe que ce qui se passe sous terre lorsque la décomposition se produit. Ça va seulement qu'accélérer ce processus-là. Puis, après ce petit processus-là, ça va durer à peu près 12 heures, le procédé de l'aquamation. Après cette aquamation-là, ils vont recueillir les ossements qui vont devoir sécher avant de pouvoir traiter de la même façon qu'on fait avec la crémation après ça. Donc ça, c'est vraiment là, la petite nouveauté. Puis nous autres, dans le fond, avec le Sieur, on a un petit partenariat. Donc les gens, on transporte les corps jusqu'à la maison funéraire Le Sieur de Granby pour faire l'aquamation lorsque les familles nous le demandent. Dans nos modes de disposition, justement, la crémation après l'exposition est encore la tendance là, à 80 % dans notre région. Donc, c'est de cette façon-là que les gens disposent le plus des corps. Donc, on est rendu à la période de questions. Donc, merci de nous avoir écoutés dans notre conférence. Donc, on va vous écouter maintenant. Merci beaucoup. Je voudrais juste vous demander d'identifier les personnes parce que moi, j'ai de la misère, puis il y en a plusieurs. À gauche, complètement, donc on a Yves Leclerc, le directeur général de la maison funéraire. La deuxième, André, la mère de Guy, André Leclerc, sa jumelle. On pourrait penser que c'est Michel et Yves, mais non, détrompez-vous.
C'est Yves et André qui sont jumeaux jumelles. Ensuite, il y a moi. Là, je vous ai joué un tour, j'ai laissé mes cheveux lousses. Pour ça. Je voulais vous mêler. Ensuite, on a Michel, vice-président de la maison funéraire. Une chance qu'il ne m'entend pas. Il dirait, tu sais même pas je suis qui. Puis sa fonction, excuse Michel, c'est-tu lui qui arrange les corps? Oui, en fait, il y a plusieurs thanatopracteurs à la maison funéraire, mais je dirais que Michel, c'est lui qui ajoute sa touche finale et qui donne l'approbation si tout est correct. C'est notre grand artiste, autrement dit. Et il y a Guy, qui est à votre... ici. Il n'a pas changé ses cheveux. Fait que c'est vraiment l'équipe, la relève actuelle, et ainsi que moi et Guy. Mais c'est certain qu'avec nous, on a toujours une grande équipe, une fourmilière, si on peut dire, de personnes qui nous accompagnent et qui fait en sorte que le travail peut être fait de la manière dont on nous l'a si bien montré. Si on parle au niveau prix moyen, entre le brûlé et l'aquamation, le pourcentage du prix pour l'aquamation, il doit être plus cher, là. Au niveau de l'aquamation puis de la crémation, je vous dirais que c'est assez équivalent, étant donné qu'on a un frais de transport à faire au niveau de la maison funéraire de Granby. Donc, ça va vraiment être un choix personnel. C'est certain qu'on a le facteur temps qu'on a à calculer entre la crémation et l'aquamation, le fait qu'on doit procéder au transport envers le centre funéraire Le Sieur, qu'on a l'aquamation qui est d'une durée de 12 heures versus le four crématoire qui est à Roberval et qui est une durée de 2 à 3 heures. Donc, je vous dirais que le facteur qui va jouer le plus entre la crémation et l'aquamation, ça va vraiment être le facteur temps et non le facteur prix. Vous avez parlé lors de votre discours, soit que le cercueil est là, ou bien il n'y a pas de cercueil, ça veut dire qu'il y a une petite boîte. Je voudrais que vous m'expliquiez qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire que vous louez les cercueils? Oui, Ou bien vous les vendez, mais après ça, vous les recyclez. les familles ont le choix de faire l'achat du cercueil et d'être incinéré avec le cercueil. Ou sinon, on offre la location. Donc, lors de la location, la famille loue le cercueil et achète un contenant qui est à l'intérieur du cercueil. Puis, lors de la crémation, le contenant est sorti du cercueil de location pour procéder à la crémation, justement. Donc ça, c'est pour ça que c'est un contenant qui est incinéré. Par la suite, il y a aussi le facteur des crémations directes, donc les gens qui sont incinérés sans que la famille les revoie. Donc, les gens sont placés dans un contenant aussi pour être incinérés par la suite. Ce dernier bout-là, ça veut dire que j'aimerais avoir des précisions. Le dernier bout que vous avez dit, les gens décident de ne pas boire. Ça veut dire Dans le fond, c'est plus, il y a pas les gens décident de ne pas faire une funéraille traditionnelle avec exposition. Lorsqu'on voit seulement qu'il y a une urne, il y a eu présentation du corps au responsable de la famille. Donc, un petit moment d'intimité, un petit dernier moment avant la crémation. Puis, par la suite, c'est ça, les cendres sont exposées et non le corps. Le contenant pour la crémation, est-ce que les cendres du contenant vont dans l'urne? Ou il y a une séparation? Dans le fond, à 1050 degrés, les seules choses qui vont rester à l'intérieur des cendres, des ossements, c'est les ossements. La seule différence, lorsqu'il y a une crémation avec cercueil, ça va teinter un petit peu les cendres. Ça ne viendra pas donner du volume de plus aux cendres. Puis ça, en général, c'est consumé, puis ça part en gaz et en émission. Par la suite, ça donne un volume de cendre d'à peu près 200 pouces cubes, en général. Donc, la boîte, appelons-le le contenu, est inclus dans les cendres et dans l'urne. Oui, dans le fond, le volume des cendres finales, c'est seulement que les ossements. Le contenant est consumé. Est consumé. OK. Vous déposez les urnes dans un funérarium, quelque chose. Je voudrais savoir si c'est permis d'enterrer l'urne sur le terrain familial, par exemple. Oui, donc les gens ont le choix de déposer. Tantôt, quand je parlais de l'inhumation, on a l'inhumation du corps, on a l'inhumation des cendres aussi. Puis les cendres, les familles ont le choix de partir avec les cendres eux-mêmes. Ils ont le choix de les déposer au cimetière sur les lots familiales
puis ils ont le choix de les déposer dans les columbariums de toutes sortes. Ça me fait penser ce que vous dites. On voit dans les films, on va tirer les cendres dans la mer. Là. Est-ce qu'on a légalement le droit, est-ce que les héritiers ont légalement le droit de répandre les cendres à quelque endroit quelconque? En fait, il n'y a pas encore de loi qui dit que vous n'avez pas le droit de répandre les cendres aux 80. Par contre, qu'est-ce qu'on conseille aux familles, quitte à faire ce symbole-là avec une parcelle de cendres, c'est de vous garder un lieu de recueillement fixe. Donc, à ce moment-là, nous, c'est certain qu'on ne peut pas empêcher une famille de répandre les cendres aux 80, mais au moins de se garder un lieu de recueillement, que ce soit au cimetière ou dans un columbarium choisi, là, de garder cette place-là. Est-ce qu'il est permis à la famille de garder un petit échantillon? Certainement. OK, d'accord. Moi, j'ai très bien connu votre grand-père. Marc, c'était de ma génération. On a fait notre commissionnel ensemble. Persuadé que s'il vous observe aujourd'hui, il va être fier de l'équipe de la relève qu'il a fondée. Je tiens à lui rendre hommage à ce côté-là. Je l'ai très bien connu. C'était un de mes amis en plus. Alors, je tiens à vous féliciter pour le travail que vous faites. Comment est-ce que vous avez d'employés maintenant? Ça fait 20-27 employés à temps partiel, certainement. OK. Puis après ça, Très bien. plus sans compter les porteurs qui viennent nous donner un gros coup de main lors de funérailles là, pour... Je pense que le sujet est bien à propos avec l'émission qui a passé il n'y a pas longtemps à la télévision, là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était il y a possibilité d'avoir une espèce de menu à la carte si on veut faire préparer des arrangements ou si vous proposez des forfaits et que vous fournissez des soumissions. Parce que c'était une des questions qui était posée dans le reportage. En fait, la maison funéraire, on n'a pas de forfait. Donc, c'est vraiment vous payez ce que vous utilisez, tous les biens et services que vous utilisez. Et quand une famille va venir à la maison funéraire pour prendre des renseignements ou quoi que ce soit, sur chaque article, il y a les prix ventilés avec une liste des services professionnels utilisés. Quand on parle de services professionnels, ça peut être toutes les déclarations, les cancellations qu'on fait au niveau du gouvernement, le transport qu'on effectue du laboratoire du lieu du décès jusqu'au laboratoire. La cérémonie du corps au cimetière ou des cendres, des véhicules. Donc, quand une famille n'utilise pas de véhicule ou va repartir avec les cendres, ils ne paieront pas cette cérémonie-là ou ne paieront pas les véhicules. Donc, qu'est-ce que vous utilisez, ça va être mis sur les frais funéraires et ce que vous n'utilisez pas ne sera pas facturé. Dans une cérémonie de type crémation sans exposition, supposons, là, les prix peuvent aller de quoi à quoi, là? Juste pour un ordre de grandeur. Ça peut varier, là, dans les 2500 $. Vous pouvez monter jusqu'à 4 000 $, tout dépendant si vous utilisez, si vous avez des signets, si vous avez des fleurs, si vous avez la salle de réception, le type d'urne que vous utilisez, mais on peut y aller aux alentours de 2 500 $. Bonjour, moi je voulais savoir, vous avez parlé de préarrangement funéraire, qu'avant, il fallait payer, on commençait à payer immédiatement, mais maintenant, vous avez la possibilité qu'on peut faire nos préarrangements, mais que ça va être... Mais est-ce que c'est les mêmes préarrangements? Est-ce qu'on peut décider de toutes les mêmes choses, mais ça va être payable au décès? Au moment du décès, oui. En fait, la manière que ça fonctionne, c'est que il y a des gens qui vont avoir des assurances prévues à cet effet-là, puis qui ne voudront pas faire le paiement nécessairement des arrangements funéraires. Donc, nous, les maisons funéraires, on n'a pas le droit de prendre les assurances en garantie. Qu'est-ce qu'on propose aux gens à ce moment-là? C'est de faire le dépôt de volonté. Donc, c'est le choix des biens et services que vous désirez de la même manière que vos préarrangements, sauf que ça va être payable au moment du décès ainsi au coût de la vie du décès. Donc, les prix peuvent avoir changé à ce moment-là. OK. Bien, merci pour ça. Mais ça veut dire que tes enfants, disons, on va dire mes enfants, si je le fais, mes enfants vont arriver, puis là, ils vont aller vous voir, puis ça va être marqué tout ce que mes dernières volontés. Ah, et c'est ce qui va
et c'est ce qui va prévaloir pour vos arrangements funéraires. En fait, quand on fait des arrangements funéraires, on conseille fortement aux gens d'aviser leur entourage, comme de quoi qu'il y a des préarrangements. Comme ça, quand ils nous téléphonent lors du décès, ils nous le mentionnent. Mais nous, on a toujours la liste des préarrangements et des dépôts de volonté dans une voûte qu'on conserve. Donc, à chaque décès, on prend soin de vérifier si cette personne-là avait des arrangements préalables ou bien un dépôt de volonté. Puis si un des enfants n'est pas d'accord avec une décision que tu as prise, vous y allez quand même avec la décision de la personne qui est Et décédée. voilà, c'est la décision de la personne qui prévaut. Merci. Merci. Il a été question aussi dernièrement de la création possible d'un registre provincial de préarrangement. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les liquidateurs ou les héritiers, quand il arrive un décès, puis qui ne savent pas si la personne avait des contrats quelque part, là, je ne sais pas où en est rendue l'étude de la création d'un tel registre. En fait, j'ai vu passer ça. Ils veulent faire la création d'un registre sur les préarrangements, aussi sur les assurances-vie, parce que des fois, lors de décès, les personnes responsables sont un peu dans le néant, à savoir, on ne sait même pas s'il y avait des assurances-vie, sont à quel endroit ces assurances-vie. Donc, je sais qu'il y a des procédures qui sont en place pour essayer de créer ce registre-là, mais je ne voudrais pas vous induire en erreur. Je ne sais pas à quel niveau sont rendues les démarches là, pour créer ces registres-là, mais ça serait pratique pour les gens responsables lors du décès. Parce que je sais que la Corporation des thanatologues et la Chambre des notaires, Oui. Ils sont très, Oui. très ouverts à ça. Oui, en fait, ça fait partie d'un de leurs champs de bataille. Mettons, je vais chez vous, je fais faire des préarrangements funéraires, je vous donne le montant d'argent. Oui. Dans quelques années éloignées, Oui. Je m'en vais demeurer ailleurs, puis je change d'idée. Oui. Je veux me faire enterrer ailleurs. Il y a toujours possibilité de faire résiliation du contrat. Dans les lois et les règlements, au niveau de la résiliation du contrat, il y a un 10 % qui va être retenu au niveau de la maison funéraire comme étant une pénalité. Okay. Mais c'est possible, si vous déménagez, de retirer le préarrangement et vous allez pouvoir, si vous désirez le faire dans exemple, une autre région, un autre préarrangement, ou si vous voulez le résilier complètement, il n'y a aucun problème, c'est possible. D'accord, merci. Une deuxième question. Oui. Dans les villes, actuellement, ça commence à se faire, les urnes et les tombes, même les tombes, là, ça commence, là. C'est pas nécessairement acheté au salon funéraire. OK. Oui. Au niveau de la maison funéraire Leclerc, on accepte les urnes qui viennent d'ailleurs. Il y a même des familles qui vont fabriquer leur propre urne, des artistes. Qu'est-ce qu'il y a des cercueils? Actuellement, la politique de la maison funéraire, c'est que ça nous est pas arrivé encore, par exemple, qu'une famille arriverait avec un cercueil qui n'a pas été acheté à la maison funéraire. Nous, on demanderait si le cercueil était reconnu selon les normes du Bureau du Québec. Question de sécurité quand que le cercueil va être utilisé. Si, exemple, ce cercueil-là n'est pas reconnu, nous, on va faire signer une décharge comme de quoi qu'on n'est pas responsable, exemple, qu'il arriverait quelque chose. Bonjour. Moi, j'aurais besoin de savoir, l'aquamation, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. C'est quoi l'avantage par rapport à la crémation? C'est plus au niveau des émissions. Dans le fond, la crémation, ça fait une émission dans l'atmosphère. Puis, l'aquamation, il n'y a aucune émission de fumée ou bien de gaz qui sont émis dans l'atmosphère. C'est juste au niveau écologique. Puis, dans le fond, l'aquamation, peut-être que j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais tous les rejets par la suite sont rejetés dans les eaux, les traitements d'eau de la ville. Donc, c'est pas parti en fumée, c'est parti dans les eaux et dans la nature. Combien de temps les urnes demeurent au columbarium? Y a-t-il un temps défini pour ça? Quand on fait l'achat d'un emplacement au columbarium, c'est pour une durée de 99 ans. Mais le 99 ans va commencer à compter à partir du moment où la dernière personne autorisée à être dans l'emplacement va décéder. Donc, je vous donne un exemple, que vous faites l'achat d'un emplacement en double, que la première personne autorisée à être dans l'emplacement est décédée, le 99 ans ne commence pas à compter. Donc, d'ici là, je ne serai même plus là pour le voir. Qu'est-ce qui arrive après 99 ans? La maison funéraire détient un lot au cimetière. Donc, qu'est-ce qu'ils font si, exemple, il n'y a pas de succession qui peuvent racheter cet emplacement-là? Les urnes vont être déplacées dans cette fosse commune-là, si je peux me permettre.
Aussi, les prix des urnes, pouvez-vous donner un aperçu? En fait, le prix d'une urne, qu'est-ce qui peut varier au niveau de l'urne? C'est vraiment la matière dont l'urne est faite. Donc, ça peut aller de 35 $ jusqu'à concurrence de, exemple, dans les 1 000 $, tout dépendamment si c'est une urne simple, si c'est une urne double, si cette urne-là est en bois, en métal brossé, en aggloméré, en bronze, en zinc. Donc, c'est assez difficile pour moi là, de vous donner un barème de prix pour l'urne, étant donné que ça dépend toujours de qu'est-ce que vous choisissez. Moi, je tiens beaucoup à vous remercier. Je pense que les renseignements étaient clairs pour tout le monde. Puis, moi, j'ai plus de questions. Je m'en étais préparé, mais là, tout le monde a passé à travers. Oh. Je serais rendu maintenant à inviter Mme Wina Martel, qui va nous parler de la trousse aînée. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Wina Martel. Je suis engagée par le Centre d'action bénévole de Saint-Félicien comme étant responsable de la distribution de la trousse de sécurité pour aînés. Donc, la trousse, j'en ai amené un petit exemple comme ça. Donc, c'est ça la trousse. Puis à l'intérieur, je ne vous dévoilerai pas les surprises, là, mais à l'intérieur, il y a plein de pamphlets. En fait, c'est de la documentation sur la prévention, sur la sécurité qu'on va laisser aux gens. Donc, c'est toutes sortes d'organismes, de pamphlets d'organismes, de la MRC Domaine du Roi, des numéros de téléphone importants comme le numéro info-social, des choses comme ça. Donc, on vous remet la trousse à la suite d'une visite. Donc, la visite, on la fait en équipe. Donc, c'est moi-même, l'intervenante, avec une policière et un pompier. On se rend chez vous à domicile, puis on fait la visite de votre domicile, en fait. Donc, ça a l'air impressionnant comme ça. On rentre les trois puis dans votre intimité, mais inquiétez-vous pas, on ne va pas fouiller dans vos armoires puis dans vos garde-robes, là. Donc, c'est vraiment une visite. On regarde en surface. Est-ce que ça va bien? Est-ce que les boîtes électriques sont correctes? Est-ce que les rideaux sont trop longs? C'est des choses comme ça, des éléments physiques, sécuritaires qu'on va regarder. Puis ensuite, on s'assoit à table, puis on discute avec vous. Donc, on fait une discussion. Ça prend environ 1 heure, tout ça. Puis chacun de nous a une partie à faire. Donc, Annette, Mme Charbonneau, en fait, la policière, c'est toujours elle qui va être là. Donc, c'est elle qui va parler de fraude avec vous, parler de sollicitation téléphonique. Le pompier qui va discuter un peu plus de prévention incendie. Puis moi, je vais regarder au niveau de vos besoins civiques. Donc, est-ce que vous vous alimentez bien? Est-ce que vous avez un suivi avec le CLSC si c'est nécessaire? Est-ce que plein de choses comme ça? Puis je peux vous référer à des organismes si vous en avez de besoin. La trousse, en fait, c'est une trousse de base qu'on vous remet ensuite à la suite de la visite. Puis, on peut rajouter des éléments aux besoins. Donc, si on voit, je ne sais pas, par exemple, que la médication est un petit peu mélangée, bien, on peut vous remettre un pilulier avec. Donc, on a des choses aux besoins qu'on peut rajouter. Donc, le but, c'est vraiment de vous donner des conseils de prévention, de sécurité dans la globalité du concept de sécurité. Donc, ce n'est pas juste la prévention incendie qui était inclus là-dedans, c'est vraiment la sécurité dans son ensemble qui est regardée. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, en fait, 1 mois après la visite, je fais un retour. Je vous appelle pour voir si ça va bien, puis si vous avez des questions. Puis, ça se termine pas mal là, au niveau de la trousse. Le processus pour s'inscrire, on appelle au Centre d'action bénévole, on s'inscrit, puis moi, quand je vais dans votre municipalité, là, si vous êtes à Saint-Félicien, ça va être un petit peu plus rapide. Sinon, Chambord et Saint-François, des choses comme ça, ça peut être un petit peu plus long. On va sur toute la MRC Domaine du Roi, mais c'est ça, on s'inscrit. Je prends rendez-vous avec vous 1 semaine d'avance, puis si vous êtes disponible, bien, tant mieux, on va aller chez vous. Sinon, bien, c'est pas plus grave, puis je vous rappelle un peu plus tard pour prendre rendez-vous. Madame Martel, oui. Vous avez combien de trousses à distribuer? On en a 237, puis c'est plus que qu'est-ce qu'on va être capable de donner, là, j'ai l'impression, parce qu'on en distribue jusqu'en avril. Donc, il y en a en quantité, une grande quantité pour cette année, puis c'est la dernière année. C'est peut-être important à mentionner. Là, on avait un projet sur 3 ans, mais c'est la dernière année qu'on va la distribuer, la trousse. Donc, vous avez jusqu'en avril pour vous inscrire. Merci beaucoup. Je vais laisser ma feuille à vous. Alors, moi, je suis agente de liaison. Ça veut dire que je fais la liaison entre la QDR nationale et la QDR section Saint-Félicien. Donc, j'ai 2 petites nouvelles là, à ce propos. Alors, la première chose, je vais vous parler des États généraux. Vous savez, l'été passé,
on vous a demandé de signer une pétition. On pouvait la signer en ligne. Et puis, c'était pour demander au gouvernement des États généraux sur la condition de vie des aînés. Il y avait le Parti québécois et 5 organismes d'aînés qui avaient demandé ça. Et ils se réjouissent, ces organismes-là, parce qu'il y a eu plus de 15 000 personnes qui ont signé la pétition. Alors, je vais vous lire ce que la présidente nationale a mentionné à propos de ça. La tenue d'États généraux nous fournirait une vision globale des différents enjeux. Nous pourrions ainsi trouver des solutions concrètes et concertées qui assureraient une meilleure qualité de vie aux aînés québécois. Alors, c'est Mme Judith Gagnon, la présidente de la QDR nationale, qui a mentionné ça. Alors, la balle est dans le camp du gouvernement, plus de 15 000 signatures, alors c'est à suivre. La deuxième chose, c'est qu'on vous a demandé également, puis on vous a fait parvenir, à partir du mois d'octobre, pour ceux qui ont un courriel, on vous a fait parvenir la pétition en ligne. Donc, vous pouvez signer cette nouvelle pétition-là. Vous avez jusqu'au 20 décembre pour la signer. Et ça concerne la discrimination fiscale dans les résidences pour aînés. Alors, on veut que cesse la discrimination fiscale dans les résidences pour aînés. Je vais juste vous lire les considérants, je pense là, que ça va être suffisant, quoique vous allez les voir. Et si jamais là, vous n'avez pas Internet, vous pouvez vous rendre à Service Québec, qui est au premier étage du complexe d'hôtel de ville. À Service Québec, ils ont une borne Internet. Alors, ceux qui voudraient signer la pétition et qui n'ont pas Internet chez eux, là, qui n'ont pas reçu le lien, eh bien, vous pouvez aller signer cette pétition-là. Alors, le texte de la pétition, c'est « Considérant que depuis plus de 10 ans, de nombreux complexes pour aînés offrent comme mode d'hébergement à la fois des condos-services et des appartements-services, considérant qu'il apparaît évident que tous les aînés en perte d'autonomie ayant des conditions financières similaires devraient avoir droit au même soutien de l'État en matière de soins à domicile, et ce, peu importe le lieu de résidence. » Alors, nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec de mettre fin immédiatement à toute forme de discrimination fiscale entre les résidents de résidences pour aînés, quel que soit leur mode d'hébergement. Alors, je vous fais grâce du reste, là, hein? Vous savez tous lire. Vous regarderez ça là, dans vos courriels. Parfait. Jusqu'au 20 décembre pour signer la pétition, c'est bien important, puis merci beaucoup pour ceux qui vont la signer. Bon, c'est tout pour l'agent de liaison. Alors maintenant, je veux vous faire part d'un petit guide d'activité physique. C'est simplement un petit rappel pour... il mentionne quelques exercices que vous pouvez faire quotidiennement sans que ça demande beaucoup d'énergie, là, mais que c'est quand même très efficace. Dernière chose, je veux vous parler, puis ça c'est bien important, j'y tenais beaucoup, comment reconnaître les signes de quelqu'un qui fait un AVC. Hein? Un AVC, là, un accident vasculaire cérébral. Alors, vous savez, Josée Boudreau en a fait un à 52 ans. Vous connaissez tous Josée Boudreau, là, l'animatrice qui vient du Saguenay. Alors, je vais vous dire là-dessus que toutes les 9 minutes, un Canadien est victime d'un AVC. Toutes les 9 minutes. Alors, il y en a beaucoup. Lorsqu'une personne fait un AVC, il y a près de 2 millions de neurones non alimentés qui meurent à chaque minute, ce qui laisse évidemment des séquelles. Donc, très important de reconnaître les signes rapidement. Alors, voici. Vous ne voyez pas beaucoup, hein? C'est vite, V-I-T-E, mais j'ai prévu le coup. Attendez. Vite! Vite! Pour ceux qui sont en arrière, vite! Ça, là, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Parce que c'est vite. Il faut se rappeler, il faut faire vite quand on reconnaît les signes d'un AVC. Alors, le V, c'est pour le visage. Quand on voit que le visage va s'affaisser, alors ça, c'est un signe. Le I, pour incapacité. Alors, c'est l'incapacité de lever les 2 bras normalement. D'accord? Le T, T, trouble de la parole. D'accord? Et le E, extrême urgence. Appelez le 911. Extrême urgence. Le fait d'apprendre à reconnaître les signes, là, plus vite vous réagirez et plus vite vous sauverez la personne. D'accord? Je veux que tout le monde me dise vite en partant.
C'est tout. Merci. Il y a un petit problème. Je vais être moins vite qu'elle, par exemple, parce que je voudrais vous parler lors de l'Assemblée des présidents Sainte-Anne de Beaupré, mais disons qu'on peut laisser Beaupré, là, mais c'est dans le coin de Sainte-Anne. La QDR nationale a présenté dans une revue La force de l'âge tous les enjeux et les revendications qu'elle fait cette année, et c'est important. Donc, je vais vous rappeler les enjeux. Ils sont au terme, il y en a 4 enjeux. Il y a l'enjeu sur prévenir la pauvreté. La QDR revendique un revenu décent pour toutes les personnes. Assurer une qualité de vie. La QDR revendique un logement convenable, des services à domicile accessibles, des services sociaux et de la santé publique de qualité, une offre de transport accessible et abordable. C'est sûr qu'en ville, on parle beaucoup de transport urbain, là. Le 3e enjeu, favoriser l'inclusion sociale. C'est-à-dire que la QDR revendique une participation sociale et citoyenne à part entière, le plein accès au marché de l'emploi pour même les retraités, conciliation, travail et retraite. Là, il y a des personnes qui sont capables encore de nous donner des bons services. Et aussi l'accès à l'éducation et à la culture. Enfin, un dernier enjeu, s'engager dans une démarche de développement durable. Donc, la QDR revendique un environnement sain et respectueux de la biodiversité. On avait 10 droits qui allaient avec ça. Je vais le faire rapidement sans trop les commenter, là. Ces droits-là, la QDR de Saint-Félicien, en tout cas, on a retenu quelques-uns. Le premier droit qu'on a retenu, c'est un revenu décent. Ensuite, il y a le logement convenable. Le 3e droit qu'on a retenu, service à domicile accessible et de qualité. Un 4e droit, bon, on ne pourra pas tous les prendre, là, ça fait que services sociaux et santé publique de qualité. Une offre de transport collectif accessible et abordable. Un droit de milieu de vie sécuritaire. On a retenu, ici à Saint-Félicien, notre QDR, ou la section, participation sociale et citoyenneté à part entière. Le droit également, plein accès au marché de l'emploi et de la conciliation travail-retraite, accès à l'éducation et à la formation culturelle. Enfin, un dernier droit, environnement sain et respectueux de la biodiversité. Je vous invite beaucoup à prendre ce petit feuillet-là de quelques pages. L'affaire là-dedans, là, c'est que les solutions sont là. On pose le problème et chaque droit, on y retrouve les solutions que l'AQDR propose. Donc, je vous invite grandement à regarder ce feuillet-là. Il devrait en avoir un par famille. La seule chose que je voulais vous rappeler, en tout cas, c'est qu'on travaille beaucoup cette année. Vous savez qu'avec la loi 115, là, c'est sur la maltraitance. Donc, on va faire des efforts aussi. On a un gros projet qui, j'espère qu'on va avoir. C'est un programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Ça a été travaillé en collaboration avec Mme Sylvie Potvin et M. Victorien Desgagnés. Et moi-même, on a fait une demande de 25 000. En tout cas, on avait le droit jusqu'à 25 000, mais ça montait à 24 700 là, pour créer des comités milieu de vie dans chacune des résidences. Ça va être ardu, difficile. Il faut faire face avec les propriétaires. Il va falloir s'entendre, mais on n'est pas là pour mettre à l'envers toutes les résidences, puis ni les fermer. C'est tout simplement qu'on est là pour créer un milieu de vie convenable pour tous. Moi, je pense qu'une résidence qui n'a même pas de comité d'accueil, qui n'est même pas capable de présenter son personnel aux résidents qui sont là, il y a un gros manque. Pour faire suite à ce que M. Claveau disait,
au sujet de la maltraitance. J'ai suivi une formation à Alma. C'est pas correct en maltraitance. Que l'on ait commencé, moi et M. Claveau, à la présenter à des maisons d'hébergement. Fait qu'on va faire le tour. C'est pour démontrer les différents types de maltraitance. C'est bien accueilli à date. L'autre affaire, il y a quelque chose de nouveau qui ouvre aujourd'hui. Ça s'appelle Café Madrier. C'est au sous-sol de la Maison de la Culture, anciennement le poste de pompier. Là, il y a un gars, Yvon Larouche. Il travaillait pour Bonaire. C'est un monsieur en construction. Vous pouvez apporter vos projets là, une table à réparer, une chaise à réparer. Lui, c'est pas lui qui va le faire, c'est vous qui va le faire, mais il va vous montrer comment le faire. Puis il est là, tous les matins, il est là. Vous payez vos matériaux seulement. Puis lui, si vous avez de la misère à faire la chose, il va vous montrer comment faire. J'aimerais juste vous rappeler d'abord que cette semaine, on a eu le décès de M. Marcel Bergeron, qui était un pionnier pour l'AQDR à Saint-Félicien. Il était l'un des premiers présidents. C'était pas le premier, mais il était dans les premiers. Puis c'est lui qui m'a formé à l'AQDR. Puis c'est Benoît qui m'a donné le poste de rester là jusqu'à la fin de mes jours, quasiment. Enfin, pour terminer ce déjeuner-conférence, je vous rappelle que le 21 décembre, ce sera notre prochain déjeuner-conférence. Les invités sont le Centre d'action bénévole et les services budgétaires de Saint-Félicien, qui couvrent tout le territoire du domaine du Roi. Merci beaucoup. Bonjour.